Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Il y a des sujets qui plaisent vraiment à beaucoup de jeunes et la criminologie en fait partie. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est à cause des séries télé ou parce que vraiment c'est un sujet qui est passionnant. Mais en tous les cas, je pense que chaque année, j'ai au moins un jeune qui me pose des questions sur la criminologie. Et autant vous dire que je n'y connais absolument rien du tout. Alors, comme d'habitude, j'ai fait mes recherches et là, j'ai eu une chance extraordinaire. Je suis tombée sur une personne qui m'a renseignée d'une manière assez bluffante et vous allez le voir aujourd'hui. Cette personne, c'est Marie. Alors, quand j'ai contacté Marie, non seulement elle a tout de suite été ravie de ma demande, ce qui m'a fait plaisir, mais surtout, elle m'a donné une liste de questions qu'on lui soumet très souvent quand on l'interroge sur son métier. Et donc, avec ces questions et mes interrogations, on a pu créer un épisode de podcast qui, j'ai l'impression, est vraiment très, très complet et qui va, je pense, répondre à toutes les questions que tu te poses sur la criminologie. Alors, autant te dire que quand je suis arrivée à l'entretien avec Marie, j'avais des idées extrêmement préconçues. Et quand je suis repartie à la fin de ce podcast, je me suis dit que j'avais un épisode extraordinaire et vraiment que je pouvais vraiment aider les jeunes dans leur orientation, ceux qui choisissent vraiment ce métier-là. Donc moi, je te conseille d'écouter cet épisode, bah, soit si tu veux faire de la criminologie, mais aussi si tu veux faire des études de psycho ou si tu veux faire des études de droit, parce que je pense que Marie a des idées intéressantes à ce sujet-là. Et je te conseille de rester jusqu'au bout parce que Marie va nous partager des ressources intéressantes et puis surtout parce qu'elle va parler et répondre à la question sur les débouchés. Et c'est une question qui, à mon avis, va pouvoir t'intéresser si ce domaine te plaît. Voilà, donc bah, évidemment, n'hésite pas à partager cet épisode si tu connais quelqu'un d'autre qui voudrait travailler dans la criminologie. N'oublie pas les étoiles, n'oublie pas les commentaires. Et puis, si tu as des questions à poser à Marie, peux m'écrire sur mon compte Instagram Réussir son orientation ou alors aller sur mon site www.corinolreut.com où tu retrouves le dimanche qui suit l'apparition de cet épisode un résumé. Comme ça, si tu n'as pas le temps de tout écouter, tu pourras avoir les informations quand même. Moi, je vais te retrouver à la fin de notre entretien. Je te donnerai un petit peu ce qui m'a marqué. Et puis en attendant, je te souhaite une très bonne équipe. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui à un podcast qui me tient à cœur parce que, comme je vous disais juste avant, énormément de demandes par rapport à votre métier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une question banale, mais comment allez-vous? Ça va, merci. Très contente que vous m'offriez cette opportunité de parler de mon métier parce que j'adore ça, j'adore ça. Je suis bavarde, vous allez voir, et un peu fatiguée parce que je sors d'une grosse semaine, donc je vais bafouiller un peu, je vais m'emmêler un peu les pinceaux, mais je vais faire de mon mieux. Super, c'est très bien, plein d'authenticité. Alors Marie, voilà, vous êtes donc criminologue. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de vous, de votre parcours, voilà, vous présenter un petit peu. Alors, il y a plein de manières de désigner mon métier aujourd'hui, hein. On voit plein de mots-clés différents qui passent. Donc, techniquement, je suis psychologue expert judiciaire et donc je suis spécialisée dans le champ de la criminologie, mais on voit aussi passer des titres non protégés, donc criminologue, psychocriminologue, etc., qui donnent une bonne idée de ce qu'on fait, mais que n'importe qui peut utiliser, même sans diplôme, quoi. D'accord. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai commencé mes études par le droit à la base. J'ai ma licence de droit, mais je pense pas que ce soit indispensable pour faire ce métier nécessairement. J'ai basculé sur la psycho ensuite parce que j'aimais les connaissances données par le droit, mais pas forcément l'approche de travail que ça allait donner avec les usagers derrière. Ça va dépendre du profil de chacun, mais moi, la psycho m'a beaucoup plus parlé dans l'approche de travail que ça proposait ensuite. Et donc, j'ai fait mes 50 psycho, donc la licence qui est généraliste, et le master, j'ai pas fait un master de psychocriminologie, de psychologie de la justice, j'ai fait un master de psychologie clinique, Mhm. d'approche TCC pour ceux qui connaissent, donc thérapie cognitivo-comportementale, parce que on a de toute façon besoin d'être bon en clinique pour rajouter le champ justice par-dessus. Et il y avait des approches cliniques vers lesquelles je voulais pas aller. Donc, j'ai préféré commencer par ça pour repréciser sur la crimino davantage après. Sinon, j'ai fait un DU, donc un diplôme universitaire d'un an, qui s'appelait criminologie, mais qui était rattaché à la fac de droit, en fait, pendant ma L2 de psycho.
Et donc, j'ai eu mon titre de psychologue, donc, qui est avec le bac+5, avec l'obtention du master en 2019. J'ai commencé à travailler et finalement, j'ai repris des études en 2021 avec une thèse. Donc, je suis toujours en doctorat aujourd'hui. Je suis en 4e année actuellement, en co-tutelle avec le Canada, parce que ça joue sur le contenu des études, mais on va pouvoir en reparler. Parler, ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, je suis en thèse en psychologie en France et en criminologie au Canada, puisque chez eux, c'est une discipline universitaire à part entière. Ok. Alors, une question qui me vient en tête là, vous dites que vous avez commencé par une licence de droit et ensuite vous avez fait un master de psycho. C'est possible de passer d'une licence de droit à un master de psycho facilement? Non, il faut refaire la licence de psycho, sinon D'accord. on n'a pas le titre de psychologue. Ok, donc vous êtes reparti à zéro. Vous avez fait 3 ans de Exactement. droit et vous avez tout recommencé à zéro. En D'accord. fait, j'ai fait ma première année de psycho pendant ma 3e année de droit D'accord. parce que je voyais plus la psycho comme une bouffée d'air, un D'accord. oxygène dans les cours de droit. Et comme finalement ça m'a beaucoup plus plu, bah, j'ai arrêté le double cursus et j'ai basculé sur la psycho. Mais j'ai bien refait D'accord. les 3 années de licence. Très bien. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de votre métier aujourd'hui, de ce que c'est un criminologue, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, moi, la partie dont je vais parler plus en détail, c'est le contenu de ma pratique aujourd'hui, mais je ne fais pas tout ce qu'il est possible de faire avec le même diplôme. Évidemment. Les, les grands axes, si on veut faire un peu un cadran pour parler de la psycho dans le champ de la criminologie aujourd'hui, ça va être, est-ce qu'on est plus du côté des plaignants, des victimes ou des mis en cause des auteurs? Et la réponse, souvent, ça va être les deux. Mhm. Euh, et est-ce qu'on est plus du côté de l'évaluation ou du côté de la prise en charge? Et souvent aussi, ça va être les deux. Euh, donc, c'est un peu les grands domaines qui vont permettre de se repérer sur les missions des professionnels Alors, qui sont là. plaignant, victime, ça je comprends, mais évaluation, prise en charge, ça veut dire quoi? Le, Je suis- Dans l'évaluation, on va mettre les bilans psychologiques, les expertises judiciaires. Donc, en fait, on arrive après une situation qui a été compliquée et on va être là pour faire un peu une photographie de comment va la personne, euh, D'accord, quel est l'impact de la situation sur elle, qui elle est le reste du temps, avant ça ou à plus long terme tout simplement, comment est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que les faits qui sont annoncés sont compatibles, cohérents avec ce qu'on voit de la personne, et qu'est-ce que c'est les pistes pour la suite. Donc, d'accord, côté victimo, qu'est-ce qui peut aider la personne à diminuer l'impact des faits sur elle, et côté criminaux, qu'est-ce qui peut limiter les risques de récidive, typiquement. d'accord. Ok, Alors que la prise en charge, on va être sur un suivi psychologique. Donc, en victimo, je pense que tout le monde se représente l'intérêt d'une prise en charge du trauma, typiquement. Et en criminaux, ça va être un peu plus complexe. Ça va être un mélange de la demande de la personne, parce qu'il y a souvent une souffrance, mais ça va aussi être la prise en charge de ce qu'on appelle les besoins criminogènes, donc en fait les facteurs de risque de récidive de la personne. Parfois, ce sera les mêmes éléments, mais pas toujours. Donc parfois, il va falloir faire émerger cette envie de changement aussi chez la personne. donc en fait, en tant que criminologue, en fait, vous travaillez avec les personnes en direct comme un psychologue finalement. Exactement, en ce qui me concerne, c'est un champ d'application du métier de psychologue. Il y aurait d'autres façons de le faire. On peut faire de la criminologie depuis le droit, en étant juriste, avocat, magistrat. On peut le faire en tant que médecin, mais on peut faire de la criminologie en tant qu'informaticien, chimiste, sociologue. C'est vraiment un champ de spécialisation de plein de métiers aujourd'hui. On pourrait en dire un petit peu, peut-être deux, trois mots selon vous. Comment, donc vous le voyez bien en tant que psychologue, mais voilà, quand vous dites en tant que médecin, en tant que scientifique, vous pouvez peut-être nous donner, sans rentrer dans des détails énormes, mais quelques, voilà, peut-être des petites idées, votre point de vue. Donc finalement, la criminologie, pour nous, en France, où c'est pas une discipline universitaire, ça va être des situations dans lesquelles on rencontre les gens. Et donc, il y a plein de métiers qui peuvent intervenir sur ces situations. Donc, si je prends par ordre chronologique la chaîne d'une infraction, Oui, mettons par exemple, je vais prendre l'exemple d'un homicide parce qu'il est facile et qu'il y a plein de métiers, mais c'est loin d'être le cas le plus fréquent qu'on a, heureusement. Mais un homicide, une personne en tue une autre, la police va arriver sur la scène, elle va recueillir les éléments, les indices pour essayer d'identifier qui peut être la personne. Là, déjà, il y a plein de métiers différents qui vont intervenir. Il y a le médecin légiste qui va venir faire la levée de corps et qui va faire l'autopsie ensuite. Il y a ce qu'on appelle l'éthique, les techniciens en identification criminelle, qui sont des gendarmes en fait,
mais des gendarmes formés en sciences qui vont faire le recueil des preuves, récupérer les fibres de tissu, les cheveux, les traces de sang, etc. Ça va partir au labo ensuite. Il va y avoir les policiers, évidemment, qui vont faire des interrogatoires avec les personnes pertinentes, etc., etc. Et derrière, il va y avoir un magistrat. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un homicide, un juge d'instruction, qui va diriger tout ça, chapeauter tout ça, être un peu l'architecte de l'enquête et dire par où ça doit aller ensuite. Le psychologue, on arrive très tard dans la procédure, on arrive après tout ça. Donc on ne fait pas de profilage façon esprit criminel, par exemple. Très bien. Nous, on arrive une fois qu'il y a une personne qui a été identifiée, en général, entre le moment où elle est suspectée et le moment où elle va être reconnue coupable. C'est souvent là qu'on commence à faire appel à nous. Et donc, côté personne suspectée, on va être là pour dire si la personne est apte à subir un procès, par exemple, ou une garde à vue, dire si ce qui lui est reproché est compatible avec ce qu'on observe d'elle et les pistes pour la suite. Et côté victimo, ça va être ben voilà, recueillir le point de vue de la personne, dire quel est le retentissement des faits sur elle, voir s'il y a pu y avoir des facteurs de vulnérabilité qui expliquent ce qui se passe. Et tous ces éléments-là, qui ont été accumulés par plein de professionnels différents et déjà sur plusieurs mois, la plupart du temps, ça va éventuellement donner lieu à un procès et à une condamnation dans laquelle on va rajouter les avocats de chacune des parties, le procureur qui est là pour essayer d'obtenir la condamnation quand il estime qu'il y a de quoi, le juge évidemment qui va prendre la décision, et si la personne est reconnue coupable et condamnée, bah, il peut y avoir l'administration pénitentiaire si elle est envoyée en prison, des éducateurs qui vont gérer son suivi, sa réinsertion. En fait, il y a des dizaines de métiers qui interviennent pour ce qu'on appelle la chaîne pénale. Il y a des dizaines de métiers, mais moi, ce que j'entends, finalement, quand on veut travailler dans la criminologie, il y a quand même trois grandes portes d'entrée. Il y a soit la porte d'entrée de la psychologie, comme vous le faites, soit Oui, la porte d'entrée du droit, soit oui, la porte d'entrée des sciences. exactement. Oui, c'est une bonne manière de le résumer, puisque la police, par exemple, qui a un concours, on peut arriver plus ou moins loin dès le début du concours si vous faites gardien de la paix, lieutenant, etc. Et les concours plus élevés sont sur bac+3 ou bac+5, Mhm. mais ça peut être un bac+3 de droit ou de psycho ou de sciences, typiquement. Donc oui, je pense que Voilà. c'est une bonne synthèse des trois grandes voies. Voilà. Et donc là aussi, quand on dit, moi je travaille avec des jeunes qui me disent je veux faire de la criminologie, finalement, d'abord, la première chose la première question à se poser, c'est un, où est-ce que tu aimerais intervenir dans cette fameuse chaîne? Et Exactement. deux, c'est quoi ton point fort? C'est quoi ton appétence? Parce que finalement, il y a le même mot, criminologue, mais c'est pas le même métier derrière. Oui, c'est ça. En fait, ça va être plein de métiers différents, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il y a plein de façons différentes d'aller vers cet objectif-là, si c'est vraiment le champ qui intéresse. Et après, chaque métier va avoir ses propres exigences, bien sûr. D'accord, ok. Si on revient rapidement sur le vôtre de métier, justement, vous diriez que les qualités, le profil d'un élève enfin, par rapport à un psychologue traditionnel, c'est quoi la qualité qu'il faut avoir, le profil qu'il faut avoir pour faire un criminologue dans la psychologie? Déjà, toutes les compétences du psychologue généraliste, j'ai envie de dire, elles sont pertinentes aussi pour faire de la criminologie. Donc ça, c'est celle que tous les étudiants ont déjà en tête, la gestion des émotions, l'organisation, la rédaction, beaucoup, l'autonomie, puis évidemment les qualités sociales, humaines dans le rapport avec la personne. En plus de celle-ci, euh, celle dont les étudiants ont moins entendu parler en général, mais que je trouve la plus importante pour la différence sur la qualité du travail, ça va être l'esprit critique et l'esprit scientifique, notamment, parce qu'en fait, on est soumis à des informations toute la journée et des informations qui sont contradictoires toute la journée. Donc, Mhm. une des compétences principales, c'est comment on fait le tri dans tout ça. J'ai des théories en criminaux sur il y a plus tel type de personne qui fait tel type d'infraction. Ah bon? Bah, est-ce que c'est vrai? J'ai tel type de questionnaire qui me permet d'évaluer le risque de récidive pour telle infraction. Ah bon? Bah, c'est quoi son pourcentage d'erreur à ce questionnaire-là? J'ai telle personne qui me dit qu'il s'est passé ça et l'autre qui me dit en fait il s'est passé ça. Ah bon? Bah, comment je tranche entre les deux? En fait, on est tout le temps dans cette question de euh, une formulation du droit que j'aime bien, c'est la participation à la manifestation de la vérité. Mhm. Le concept de vérité en criminologie, il a une place particulière puisque tout le monde la cherche et personne n'a de certitude sur quand est-ce qu'on la trouve. Wow, ok, tout à fait. Donc à partir de là, toutes les connaissances de culture scientifique, elles vont être hyper importantes sur la qualité du travail. Ah oui, alors donc ça veut dire qu'en fait, il faut être à la fois juriste, scientifique et psychologue pour pouvoir être bon, quoi.
Un peu, un peu, oui, parce que déjà, il faut savoir qui fait quoi, dans quel métier pour savoir quand est-ce qu'il faut renvoyer la balle. Ouais, Et parce que un avocat qui serait brillant en droit, mais qui connaîtrait rien en psycho, va faire beaucoup de mal au client qui l'accompagne parce que il va être très blessant, voire violent dans sa façon d'échanger avec la personne s'il ne sait pas comment formuler les choses. Un psychologue qui est très nul en droit va se mettre en infraction parce qu'il va vouloir bien faire et il va pas du tout suivre le cadre juridique. Donc, on a besoin d'être assez polyvalent, effectivement. ok. Donc, esprit critique, savoir prendre du recul. Et puis, j'ai entendu un mot là qui a fait un peu résonner chez moi, rédiger. J'imagine que vous devez rédiger pas mal de rapports. Oui, ça va être une particularité de la psychologie légale, donc de la criminologie par rapport au reste de la psycho. Euh, on n'est jamais la dernière personne de la chaîne à intervenir, donc il faut que les gens puissent utiliser notre travail, donc il faut qu'on en rende compte. Il faut qu'on écrive. Quand vous êtes psychologue clinicien en libéral et que vous faites des suivis, les gens vous demandent parfois un compte-rendu de ce qui s'est passé, mais c'est pas toujours nécessaire. Nous, il y aura toujours besoin de laisser une trace écrite de ce qu'on a fait. Euh, et dans ces compétences de rédaction, il y a même des compétences de vulgarisation parce qu'il faut qu'on rende compte de ce qu'on fait et que ce soit compréhensible par les autres métiers Ok. aussi. Ok. Donc, Donc, donc super important, la ouais. rédaction, ça prend beaucoup de temps. Ouais, d'accord. Donc quelque chose aussi à se questionner, c'est-à-dire est-ce que moi, non seulement l'autre m'intéresse, mais écrire, vulgariser, faire passer, c'est aussi quelque chose dans lequel je prends du plaisir parce que sinon ça risque d'être long, Oui. mes journées. Et alors justement, dans vos journées, vous avez un cabinet. Est-ce que vous restez toute votre journée au cabinet? Est-ce que vous vous déplacez au tribunal? Avec qui vous travaillez justement? Euh, on est tout seul la majorité du temps. C'est beaucoup de temps en cabinet. En fait, le temps d'entretien, qui est celui qu'on a en tête quand on imagine le métier d'un psychologue, c'est pas la majorité du temps de travail. Ok, Moi, je pense que c'est, selon les semaines, maximum un tiers de mon temps de travail, en fait, les entretiens seulement. Donc, les entretiens, ils vont être en partie en présentiel et de plus en plus en visio depuis le Covid notamment. mhm, Ça, c'est notamment très utile du fait que comme on est assez peu de criminologues, bah, les gens qui font appel à nous, ils peuvent être sur toute la France. Et on va se déplacer effectivement pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on a plusieurs personnes à voir. Moi qui suis sur Aix-en-Provence, si j'ai une affaire avec 6 personnes qui sont à Digne-les-Bains, c'est beaucoup plus logique que ce soit moi qui me déplace pour voir tout le monde plutôt que de faire déplacer tout le monde bien, sur Aix. Donc ça peut être un motif. Une personne qui a des difficultés pour se déplacer, hein, un handicap, une personne qui a des enfants qui ne peut pas les faire garder, etc. Euh, ou une personne qui est détenue. Quand on fait une expertise d'un détenu, évidemment, la personne ne sort pas de la prison, c'est nous qui allons en détention pour faire l'entretien. Donc, je pense que ça va dépendre des gens. On va plus ou moins privilégier certains types de missions. Moi, je pense que j'ai 1 ou 2 déplacements par mois en moyenne. d'accord. Donc, quand vous dites donc un tiers du temps, vous êtes avec des personnes et vous faites votre travail de psychologue, vous vous déplacez et donc après le reste du temps, vous rédigez des rapports, c'est ça? Oui, il y a, si je prends dans l'ordre chronologique d'un dossier, parce que ça va être un peu toujours la même structure, je commence par lire tous les documents. Parce qu'on n'arrive jamais en premier ni en dernier, donc il y a toujours des gens après nous et des gens avant, donc il y a toujours des documents à lire. Ça va de 5 pages à 3 000 pages selon les dossiers, donc il n'y a aucune norme là-dessus. Après, selon si j'ai une seule personne pour ma mission ou toutes les personnes concernées, je vais voir là où les personnes en entretien individuel une première fois. Ça dure 2 heures ou 2 heures et demie en moyenne, cet entretien-là. Euh, Après, je vais choisir, donc, parce que moi, je fais des évaluations. Pour d'autres types de missions, ce ne serait pas la même structure. Après, je vais choisir les questionnaires que je vais faire passer à la personne. Donc, je prends quelques jours, je fais une revue de littérature, donc de la littérature scientifique, pour dire quel test existe par rapport à cette infraction, à cette situation, cette personne, ce profil-là. Donc, je revois la personne une deuxième fois pour faire passer ces tests. On les fait ensemble pour la majeure partie. Après ça, je vais faire la cotation, donc la correction de ces tests. C'est la partie où on fait des stats. Euh, Après, souvent, j'ai des entretiens avec des tiers. Ça peut être des proches de la personne que j'évalue. Ça peut être des professionnels qui la suivent, le psychologue de suivi, l'enseignant quand c'est pour des enfants, pour une affaire familiale. Et une fois que j'ai tout ça, j'ai plein d'informations de plein de sources différentes et je vais rédiger mon rapport pour répondre aux questions qui me sont posées Wow. par rapport à toutes ces informations-là. Ok. Donc, Ce qui est la partie la plus longue, en fait. ouais, et un bel esprit de synthèse à avoir alors.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ok, donc cette capacité en fait d'arriver à rentrer dans les détails de l'information jusqu'à, et j'entends bien hein, de l'information statistique, donc un peu de maths aussi, Oui, rentrer dans le détail, vraiment être à fond dans le détail, et une fois que j'ai tout, arriver à prendre cette vue globale et arriver à mettre en lien des différents éléments les uns avec les autres pour arriver à faire quelque chose de logique, voire même de vulgariser. c'est ça. Les grands enjeux sur la rédaction, c'est évidemment répondre aux questions qui nous sont posées, euh, expliquer notre raisonnement. Ça ressemble un peu à une démonstration mathématique, finalement, cette étape-là. Oui. Parmi toutes les hypothèses qui sont possibles, pourquoi je retiens celle-là? Pourquoi je pense que c'est la plus intéressante? Euh, dire ce qu'on peut en faire. Donc, en général, l'étape après la mienne, c'est le jugement, donc c'est des juristes. Donc, dire comment des juristes peuvent utiliser ces informations-là, donc les vulgariser, et arriver à exprimer le niveau de confiance qu'on a dans ce qu'on dit. On Ok. n'est jamais sûr de ce qu'on dit. On ne sait jamais quand les gens mentent, on ne sait jamais quand c'est vrai ou pas. Et ce niveau de confiance, il va varier selon les situations et il faut savoir l'exprimer aussi. Ok. Donc voilà, ça, c'est les grands enjeux de la rédaction. Ok. Ouais, Marie, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est pas du tout l'image qu'on a en fait, hein. C'est assez intéressant. Ouais. Alors justement, si on rebondit là aussi sur cet aspect, les chiffres, la rédaction, ça veut dire, et puis ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire on peut y arriver de différentes manières, quelles sont les grandes voies pour devenir psychologue? On va commencer en France et puis peut-être qu'on pourra élargir un petit peu parce qu'on a dit en France, la criminologie, ce n'est pas une science. Donc voilà, on commence par la France et on élargit. Finalement, une fois qu'on a choisi le métier de psychologue, ça va être très facile parce qu'il n'y a qu'une seule manière de devenir psychologue. Oui, ça c'est vrai. Donc, en fait, on a un titre unique, qu'importe ce qu'on en fait. Donc, ça va toujours être la même chose. Ça va être la licence de psychologie, même si vous êtes arrivé par passerelle directement en L3, mais il faut la licence, le diplôme. Le master de psycho aussi. Là, pour le coup, il faut avoir fait les 2 ans. Et il faut avoir fait 500 heures de stage pendant le master. Ok. Ça, c'est les conditions pour être psychologue. Mais c'est tout, en fait. Il n'y a rien de plus. Et après, Arriver par passerelle, ça veut dire qu'on peut avoir la L3 sans avoir fait la L1 et la L2, c'est ce que vous dites? oui, par exemple, il y a des étudiants qui arrivent de médecine Ouais. directement en L3 ou en L2 après avoir fait la... Est-ce que ça s'appelle toujours la PACES Ça passe. la Passe. PACES. Voilà. Donc, il y a des étudiants de médecine, il y a des étudiants qui arrivent du droit, qui Mm. sont en général un peu avantagés parce que la méthode de travail est beaucoup plus exigeante en droit qu'en psycho, donc c'est des très bons étudiants en général. Il y en a qui arrivent de la socio et il y en a qui arrivent aussi souvent de sciences de l'éducation. D'accord, ok. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'orientation pour certains jeunes qui se disent, oh, je sais pas trop. On peut commencer par des études droit, sciences de l'éduc, etc. Et ensuite bifurquer en psycho en L3. Mais j'imagine qu'il faut être plutôt bon. Il faut plutôt avoir un... Oui, mais c'est vrai que les enseignements d'une année sur l'autre sont relativement indépendants et je pense que ça se fait bien D'accord. d'arriver en cours de licence. Directement au master, ce serait vraiment très compliqué. Donc je pense que les critères d'obtention du titre sont bien choisis. Mais arriver en L3 ou en L2, ça se fait. D'accord, ok. Et donc ensuite, on fait un master, et donc un master spécifique à la criminologie, c'est ça? Non, pas nécessairement. Ok. Déjà parce que rien ne nous y oblige à faire un master spécifique. Et ensuite parce qu'un master spécifique, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que soit c'est pas proposé par les universités, soit c'est proposé, mais je vous recommanderais de ne pas y aller parce que c'est des vieilles approches qui sont enseignées. Et soit on a de la chance, il y en a un et il est très bon. J'ai quelques exemples en tête, mais on passe pas tous par ces masters-là. Donc, le plus souvent, si on prend la liste des experts sur le site web d'une cour d'appel, c'est un master de psychologie clinique qui a été fait. Master de psychologie clinique. Ok, très bien. Donc ça, c'est l'approche psycho. On peut rentrer en France par l'approche droit aussi, vous avez dit. Pas pour faire psychologue, du coup, Pas mais pour faire psychologue, mais pour faire criminologue, vous faire de la voilà. criminologie par l'approche du droit. Et là, il y a des masters de droit spécifiques à la criminologie, c'est ça? Oui. Souvent, les intitulés, ça va être droit pénal et sciences criminelles, droit privé, le droit de la famille peut être pertinent aussi, le droit de la santé peut être pertinent aussi. Euh, D'accord. le plus souvent, ça va être des pénalistes, parce qu'en fait, souvent, on imagine évidemment la criminologie par le droit pénal, puisque c'est Mhm. là qu'il y a le procureur, qu'il y a des infractions, etc. Mais en fait, on peut faire de la criminologie en droit civil, en droit de la famille aussi, Oui, bien sûr. Ok. parce qu'il y a beaucoup de situations qui vont donner lieu à deux procès qui se croisent en parallèle, mais il y a quand même besoin de tenir compte de tous les aspects de la situation, même quand on est là pour répondre sur la garde des enfants. Et il y a aussi des situations où on fait de la victimologie alors qu'il n'y a pas d'infraction. Si vous avez subi une catastrophe naturelle, un Ok. accident de la route,
une maladie qui vous laisse des conséquences, il y a besoin d'un psychologue légal pour évaluer les conséquences pour la justice, même s'il Ouais. n'y a pas eu de crime. Oui, et pour les compagnies d'assurance, et oui, tout à fait. Exactement. Donc, il y a des avocats spécialisés en droit de la santé, par exemple, qui ont fait que du droit, mais qui ont cette approche sensibilisée victime. Ok. Alors, on disait juste avant que finalement, la France, au niveau de la criminologie, on n'est pas encore là parce qu'il n'y a pas de, c'est pas reconnu comme une matière en soi. Si aujourd'hui, moi, j'accompagne un jeune et qui me dit non, mais c'est vraiment ce que je veux faire, à votre avis, c'est les pays dans lesquels la criminologie est reconnue et bien enseignée, vous iriez où, vous? Si il faut vraiment que ce soit en français, parce qu'évidemment, c'est une contrainte pour plein de gens. Euh, le Québec, c'est vraiment la voie royale aujourd'hui parce que tout ce qu'ils font est de qualité. Mhm. La Belgique et la Suisse sont très bien aussi, mais ça va dépendre des universités. Ça va être un peu du cas par cas. Certaines vont être centrées sur les approches très modernes et d'autres vont être un peu plus souvent comme la France avec les anciennes approches. Le ratio est meilleur chez eux que chez nous, mais ça arrive encore. Euh, après, la France, on est parmi les derniers sur la reconnaissance de la criminologie. Je prends un exemple parce que j'ai des collègues qui y sont. En Côte d'Ivoire, il y a une discipline universitaire de criminologie, il y a un titre de criminologue, il y a un ordre des psychologues, etc. Pas chez nous. Ok. Donc en fait, pratiquement toute la francophonie est déjà meilleure que nous, entre guillemets. Euh, et sinon, si vous êtes anglophone, ça vous ouvre les portes du reste du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ok. Et donc là, on a vraiment des études, mais axées plutôt psycho ou alors, parce que là, on en parlait juste avant, moi, la formation offerte à l'UNI, la Lausanne, là, en criminologie, je la connais, et c'est vrai qu'elle est, le niveau en sciences, il est digne de l'EPFL, quoi, hein. C'est costaud. Est-ce que toutes les formations en criminologie au Québec, par exemple, puisque bah, vous faites votre master, enfin votre thèse avec le Québec, est-ce que c'est aussi très, très scientifique comme approche? Toujours. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez dans une formation qui vous dit criminologie et que vous ne faites pas de sciences, c'est que vous êtes dans une mauvaise formation. Très bien. Ok, Euh, donc ça, c'est un bon indice. Après, l'importance que ça va avoir dans les enseignements, ça va dépendre de la spécialisation. Si je prends l'exemple du Québec, euh, eux, ils font la différence, comment dire, dans la discipline universitaire chez eux qui s'appelle criminologie, ils vont avoir trois sous-spécialités. Mhm, La criminalistique, qui est la police scientifique en fait, mhm. les études policières, parce que leurs policiers ont des formations spécialisées pour la police, pour les interactions avec les gens, les méthodes d'enquête, d'entretien, etc. Et la criminologie, qui est la plus large, qui va avoir des théories, des outils, des connaissances qui viennent majoritairement de psycho et de sociaux. C'est plus celle dans laquelle moi je vais me retrouver. Euh, mais pour nous, psychologues et criminologues, ça se superpose, pas chez eux. Un Québécois qui est criminologue n'est pas psychologue et va pouvoir, sur certaines tâches, en faire moins que moi et sur d'autres en faire plus parce qu'il sera mieux formé. Donc chez eux, c'est davantage séparé en métiers spécialisés et différents, alors que nous, on va tous faire un peu de tout. Et est-ce que je serais dans le juste si je dis que les deux premiers, ils ont quand même un débouché plutôt orienté police? C'est-à-dire que le premier employeur, ça serait plutôt la police avant tout, plutôt que d'être indépendant comme vous l'êtes. La police et la recherche, La ça va recherche. être deux Voilà, grands c'est domaines. ça. C'est ça. Donc si on veut être indépendant, c'est pas le cas. Enfin, c'est moins, il vaut mieux partir sur un domaine comme le vôtre, quoi. Oui, on peut faire de la recherche à son compte, mais c'est plus compliqué. Un autre terrain d'application qui est intéressant, c'est les politiques pénales, tout ce qui va être au niveau de l'État, finalement. D'accord. Parce que les chercheurs, et davantage là-bas que chez nous pour l'instant, il faut la mettre en pratique après cette science pour en faire quelque chose, que ça va aider pour la définition des lois, le choix de qu'est-ce qu'on fait des détenus, comment on définit les peines, qu'est-ce que c'est les programmes de réinsertion. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont à l'interface quand même avec le terrain. Et donc vous, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand vous êtes au Québec, vous faites de la physique, vous faites de la chimie, vous faites des maths? Physique et chimie, ça peut, mais c'est de la culture générale, puisque comme moi, D'accord. j'aurais jamais à faire une tâche de criminalistique, comment dire, si je sais lire un rapport de toxicologie, c'est très utile parce que je vais pouvoir voir s'il y a des informations qui me semblent pertinentes côté psycho, mais en soi, c'est pas moi qui vais devoir l'interpréter, ce bilan-là. Par contre, les maths, oui, parce qu'on en a besoin pour les tests, pour faire passer des tests. Donc, on n'est pas tous neuropsychologues, ça peut aller assez loin dans la technicité. Moi, par exemple, qui suis clinicienne, je peux faire une évaluation de dépistage
au niveau cognitif, mais je n'irai pas faire passer un test de QI, par exemple. Ça, en général, c'est un exemple que tout le monde repère. Euh, Dans l'absolu, avec juste mon titre de psychologue, je peux. Quand je dis neuropsychologue, c'est des psychologues. Donc, c'est que eux ont fait un master qui s'appelle neuropsychologie et ils ont vu ça spécifiquement. Mais, et donc, ça va être un peu cette même question pour les maths. On va en avoir plus ou moins besoin selon les thématiques, mais il y en a toujours besoin, ne serait-ce que pour choisir nos outils, savoir comment on les choisit. Je prends l'exemple de la personnalité. Il existe plusieurs dizaines d'outils d'évaluation de la personnalité. Comment je choisis mon Mm. outil? Rien que pour ça, c'est des critères statistiques en fait qui vont nous aider à choisir en plus des critères cliniques. Ok. Ouais, donc quand on dit les maths, c'est quand même avant tout la statistique, quoi. Oui, principalement. On n'a pas besoin de faire des équations Non, ça va. physiques et compagnie. Ok, très bien. En recherche, on peut, mais En recherche, on peut, mais bon, voilà, juste quand même. Mais de toute façon, c'est un des critères pour faire une licence de psycho, hein. Les maths, il en faut, hein, de toute façon. On a un peu l'intérêt. Enfin, c'est une matière littéraire, mais les maths sont importants aussi. Bah, oui. écoutez, Marie, merci beaucoup. Peut-être juste pour conclure, un conseil que vous donneriez comme un jeune là qui se dit, voilà, c'est un parcours qui me tente, que j'aimerais bien suivre. Qu'est-ce que vous lui diriez pour mettre toutes les chances de son côté? Une... en fait, le plus difficile quand on veut faire de la criminologie, c'est le début. Parce que comme en France, pour l'instant, c'est pas structuré, je pense que parmi ceux qui vont écouter l'épisode et qui sont déjà intéressés, ils ont dû déjà chercher sur Internet et ils trouvent pas, etc. C'est pas que vous cherchez mal, c'est que les informations n'existent pas encore, elles sont pas structurées encore. Donc, parfois, on trouve pas de réponse, parfois, ça se contredit, etc. Les deux conseils que je peux donner par rapport à ça, le premier, c'est le vocabulaire. Progressivement, vous allez identifier le vocabulaire qui relève de ce qu'on appelle les approches fondées sur les preuves ou encore le jugement clinique structuré, en fait, qui sont les approches scientifiques modernes de la criminologie. Et vous allez réussir à les différencier des approches non structurées, qui sont celles qu'on essaye progressivement d'éliminer dans la pratique, mais qui pour l'instant en France sont encore majoritaires. Je prends des exemples. Euh, Si vous entendez parler de personnalités multiples, vous partez en courant. C'est pas des contenus qui sont fiables, c'est pas des contenus modernes. Si vous entendez parler de pervers narcissiques, non plus, c'est pas bon, ça sera pas de l'approche scientifique. Euh, de syndrome d'aliénation parentale, pareil, c'est pas scientifique non plus. Dangerosité, ça va être un terme de juriste, un criminologue ne devrait pas s'en servir. Nous, on va dire évaluation du risque de récidive. Donc, au fur et à mesure que vous allez tomber sur des bons contenus, vous allez avoir des bons réflexes sur le vocabulaire, et ça, quand vous allez chercher des formations, c'est ça qui va vous aider à savoir qu'est-ce que c'est une bonne formation. Si vous ouvrez le programme d'un master et que vous voyez euh, psychopathologie, fonctionnement des névroses et liens entre la névrose et la criminalité, on va vous partez tout de suite parce que la névrose, c'est pas un diagnostic qui est reconnu aujourd'hui. Donc déjà, pas besoin. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il est difficile à acquérir ce vocabulaire, mais si vous trouvez des sources qui viennent du Québec, que vous en lisez quelques-unes parce que vous les trouvez en libre accès, etc., comme chez eux, on sait que le vocabulaire, c'est safe. Déjà, si vous ne retrouvez pas le vocabulaire du Québec dans les formations françaises, C'est pas bon. c'est un indice. Donc, ça peut être un premier pas. Et l'autre aspect par rapport à ça, qui pour le coup, je pense, est beaucoup plus rassurant, c'est que il n'y a pas de pression à avoir fait la voie royale pour pouvoir faire de la criminologie. Déjà, il n'y a pas de voie royale. Moi, quand je vois mes collaborateurs proches, on n'a pas fait les mêmes cursus et on fait quand même le même métier. Euh, et même si vous faites pile poil exactement la licence que vous voulez, exactement le master que vous voulez, avec les meilleurs stages, etc., 5 ans, c'est trop court pour savoir tout ce qu'il y a à savoir pour faire le métier. On est obligé de faire de la formation continue toute notre carrière. C'est un tiers du temps de travail, la formation continue. Donc, de toute façon, moi, je sais que j'ai plus appris sur la criminologie après avoir obtenu mon Bien titre sûr. de psychologue que pendant mes études. Donc, pas de pression à avoir pile le bon master, etc. Ce qui est important, c'est de savoir s'orienter pour après. Où est-ce que je vais aller chercher les informations pour continuer à me former et me sentir à l'aise pour faire quelque chose? C'est ça l'objectif, en fait, des études. C'est pas de tout savoir, c'est de devenir autonome pour être sur son métier après. J'entends. Et juste une question là, peut-être pour les parents qui sont un peu stressés par rapport à ça. Il y a du travail quand même? Vous êtes pas beaucoup et donc on trouve du travail quand on a un diplôme de... Oui, C'est une très bonne question, elle n'est pas si facile que ça. Si on prend les besoins, tout le monde est à temps plein demain parce qu'on a besoin de tout. On a besoin de toutes les spécialités, vraiment. Euh, moi, je suis à Aix-en-Provence. Quand j'ai des gens qui viennent de Lille
ou de Pouldreuzic dans le Finistère, c'est pas pour la joie de faire appel à moi, c'est parce qu'ils ont pas trouvé en fait. Donc pour l'instant, on a besoin de tout. Par contre, les moyens Hmm. ne sont pas proportionnels aux besoins. Donc si on prend les expertises judiciaires, c'est un peu la catastrophe. On est payé au forfait. Le montant de la rémunération d'une expertise, il est 8 fois inférieur à celle du Canada. Et actuellement, on est payé avec 2 ans de retard. Oh, wow, ok. Et sur le libéral vraiment, où c'est les gens qui viennent d'eux-mêmes, même si c'est destiné à la justice après, là, vous fixez votre tarif comme vous voulez et vous choisissez à quel délai, plus ou moins, vous acceptez les paiements. Mais en criminologie, les gens qui ont le plus besoin de notre intervention, c'est souvent les gens qui sont dans les situations les plus précaires. Et donc, c'est pas les gens qui vont avoir le plus gros budget, et c'est des gens qui ont déjà des frais pour toute la procédure judiciaire. Donc, on va un peu tout le temps être sur cette ligne quand on est à son compte. Comment je fixe mes tarifs, comment j'accepte ou non les missions, de quelle souplesse je fais preuve avec les gens sur ces questions-là, combien de dossiers je prends en même temps, quels sont mes horaires de travail. En fait, tous les paramètres des conditions de travail vont jouer sur la rémunération au final. Donc, ben, il y a besoin de plein d'étudiants et de plein de jeunes professionnels qui arrivent, mais au niveau public, en tout cas, on n'a pas encore donné les moyens pour avoir tous ces nouveaux professionnels-là. Donc, c'est un peu ambigu et c'est un changement d'une année sur l'autre aussi. Hmm. Donc, ça veut dire que vous avez des clients en tant que psychologue classique à côté pour pouvoir vivre, en fait. Vous faites Alors, pas moi, que je de la fais criminologie. que de la psychologie légale. J'ai que ça comme situation. Euh, mais comme je fais que de l'évaluation, en fait, moi, je vois les gens 2 à 3 fois selon les cas, je rends mon rapport et après, je change de personne. D'accord, ok, je comprends. Donc, c'est pas le même format que quelqu'un qui ferait des suivis, par exemple, de réinsertion de détenus ou de suivi victimaux, où là, ça fonctionne exactement comme une patientèle classique d'un D'accord, psychologue ok. libéral. Donc, voilà. Mais vous pouvez quand même vous spécialiser là-dedans. Bon, bah écoutez, Marie, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. En tous les cas, moi, j'ai découvert beaucoup de choses et je pense que ça va, et si je pense que ça va aider énormément de gens. Si jamais, alors je vous avais pas posé la question avant et peut-être la réponse sera non, mais est-ce que si vous avez des ressources peut-être justement pour découvrir le métier, des liens, enfin des sources sûres, justement. Je veux bien que vous me les envoyiez, peut-être que je les mette en description pour que bah, les jeunes qui s'intéressent sachent un peu où aller pour trouver des choses qui aient de la valeur, quoi. Ça vous Oui. dirait? Oui, je pense notamment à 2 sources. La première, je suis en train de monter tout doucement un site de vulgarisation sur la psychologie légale, justement pour aller rassembler un peu tout ça. Donc, ça s'appelle psychologie-légale.fr, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Il y a des premières bribes de quelques masters, quelques définitions, des choses comme ça, mais il est un peu en train de naître. Et une autre source que je donne beaucoup, c'est le site web de l'organisme de formation de l'hôpital de psychiatrie légale de Montréal, D'accord. qui est une énorme structure à la fois sur le terrain et sur la recherche en criminologie francophone. Et en fait, sur leur site, donc c'est forensia.ca, mais je pourrais vous Oui, renvoyer. oui, 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 je le mettrai. Euh, ils proposent d'une part des formations payantes pour ceux qui sont déjà professionnels, se former à des outils, à des thématiques, etc. Mais ils font aussi des webinaires de vulgarisation de chercheurs qui viennent présenter leurs travaux. C'est en visio, donc pas besoin d'aller au Québec. C'est gratuit, c'est accessible pour les étudiants. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils savent que les Français sont intéressés par ce qu'ils font, donc ils en tiennent compte pour le décalage horaire. Oh, waouh, ils sont trop bien, ces Donc, Québécois. Super, très bien. Donc il y vraiment, aurait aussi- la source à aller voir. Bah, très bien, bah, je mettrai tout ça. Et Marie, si jamais les auditeurs ont des questions, est-ce qu'ils peuvent me les faire passer? Est-ce que je peux vous les envoyer? Oui, bien sûr, sans problème. Et ben voilà, très bien. Ben écoutez, merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle continuation. Et puis, ouais, encore vraiment, juste un grand merci. Merci beaucoup à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de cet épisode que j'ai trouvé très riche? En faisant l'épisode, je me disais, waouh, quel changé d'avoir pu rencontrer cette jeune fille qui est vraiment très calée sur son sujet. Alors, la première idée, c'est que la criminologie, en fait, faire de la criminologie, c'est passer par différentes voies, parce qu'on va la retrouver dans différents métiers, que ce soit les métiers de la police, les techniques de laboratoire, le droit avec les juges et les avocats, mais aussi la psychologie. En fait, il y a tellement de manières de rentrer dans la criminologie. Et donc maintenant, ce que je vais dire aux jeunes, tu vas pas pouvoir faire de la criminologie, mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir dans quel domaine tu veux travailler et quelle est ta force. Est-ce que c'est plutôt les sciences? Est-ce que c'est plutôt la psycho? Est-ce que c'est plutôt le droit? Et en fait, c'est en voulant associer ces deux manières de travailler que tu vas pouvoir trouver la formation qui te conviendra.
La deuxième idée que j'ai retenue, c'est que selon Marie, en fait, en plus des qualités traditionnelles d'un psychologue qui sont la gestion des émotions, l'autonomie, savoir créer du lien, eh ben, c'est vraiment très important pour une personne qui travaille en criminologie d'avoir vraiment un esprit scientifique et une approche scientifique et surtout un bon esprit critique. J'ai vraiment été frappée par la quantité d'informations avec lesquelles Marie va devoir travailler et comment elle doit être obligée ensuite de faire du lien entre ces informations, d'en recueillir l'essentiel et ensuite de rédiger un rapport vont être accessibles à tout le monde et donc de savoir vulgariser. D'ailleurs, je l'ai bien ressenti dans le podcast. J'ai trouvé qu'elle expliquait de manière ultra claire ce qu'elle faisait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. La troisième idée, c'est que il n'y a pas de voie royale pour faire de la criminologie. Donc, peut-être te pose pas cette question-là dès que tu arrives, enfin, dès que tu passes ton bac. Tu vas pouvoir faire une licence de psycho ou tu pourras peut-être faire un master ensuite en psychologie clinique. Tu vas peut-être pouvoir faire un master de droit, enfin une licence de droit et ensuite un master en droit pénal. Tu pourras peut-être faire de la médecine. Voilà, donc grosso modo, plein de parcours. Mais si vraiment, vraiment, c'est la criminologie qui t'intéresse, Marie, elle te conseille quand même à un moment de passer peut-être par le Québec où là, vraiment, ils sont apparemment au top. La dernière idée, et pas la moindre, c'est qu'en fait, il y a énormément de besoins en criminologie en France, mais que les moyens sont pas toujours au rendez-vous. Pourquoi? Bah parce que on va parler de justice, et donc dans la justice, les financiers sont pas toujours là. Et puis parce que tu vas travailler avec des personnes qui sont souvent en situation précaire et qui n'ont pas forcément de l'argent pour pouvoir te payer. Bon, Marie, elle arrive à vivre de son métier, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est quand même une idée intéressante pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu autant qu'à moi. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésite toujours pas à me le dire. Et puis, sinon, je te retrouve de toute façon pour un prochain épisode sur un autre sujet lié à ton orientation. À très vite.